L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci de votre fidélité à Africable Télévision. Bienvenue, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Attentat suicide à Gao dans le nord-est du Mali. Un kamikaze s'est fait exploser près d'un poste de la gendarmerie. L'attaque n'a fait qu'un mort. Le kamikaze lui-même, un soldat, aurait été légèrement blessé. Le point complet de la situation avec notre correspondant sur place dès le début de ce journal. Des funérailles sous haute tension en Tunisie, le corps de l'opposant Chokri Belaïd, assassiné mercredi, a été mis en terre ce vendredi. Des dizaines de milliers de Tunisiens étaient venus lui rendre un dernier hommage. Après 26 heures de négociations, les dirigeants européens ont enfin trouvé un accord, mais un accord qui revoit à la baisse le budget des 27. François Hollande parle tout de même d'un compromis, d'un bon compromis. Voilà, pour le sommaire, c'est sur le Mali que nous ouvrons ce journal avec cet attentat suicide ce matin à Gao. Le kamikaze s'est fait exploser à l'approche d'un poste de contrôle de la gendarmerie malienne. Pour en parler, nous avons en ligne de Gao notre correspondant dans la région. Seydou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Colcia. Alors, dans quelles circonstances s'est déroulé cet attentat ce matin? Justement, après avoir été chassés par les forces françaises et maliennes, les islamistes reviennent avec une nouvelle option. Ce matin, entre 6h et 7h du matin, à peu près 6 km de la ville, un kamikaze a voulu s'infiltrer entre les militaires, qui se trouvaient juste à quelques mètres. Mais la vigilance des forces a poussé le kamikaze à l'explosion avant même d'atteindre la cible. En dehors du kamikaze qui était de peau blanche, tué sur place, un militaire malien a été légèrement blessé. Voilà ce qu'on peut retenir sur l'attentat qui s'est perpétré aujourd'hui à Gao. Après donc cet attentat, il y a eu l'arrestation des présumés djihadistes. Qu'en est-il exactement? Justement, la situation a évolué car juste après l'attentat revendiqué par ces islamistes, aujourd'hui à Gao, la coopération des jeunes et la vigilance des forces présentes à Gao ont permis de mettre la main sur plus d'une quinzaine d'islamistes alors qu'ils tentaient de s'infiltrer dans la ville à bord d'une pirogue. Malheureusement pour ces islamistes qui ont été vite repérés par les forces présentes à Gao, sans oublier bien sûr le concours de la population. Pendant que ces islamistes sont traqués, le collectif des patrouilleurs ont convié une réunion au cours de laquelle ils ont demandé l'aide de tous pour l'accomplissement de différentes tâches des militaires à Gao. Seydou Maïga, en direct de Gao. Seydou, merci pour toutes ces précisions. À moi de vous remercier. Mais ces attaques n'ont pas freiné la progression des forces armées. Ce vendredi, les troupes franco-tchadiennes ont pris le contrôle de la ville de Tessalit. Des tirs nourris entendus également ce matin à Bamako, précisément au 33e régiment des commandos para, mais les versions divergent quant à l'origine de la tension. Les occupants des lieux, c'est-à-dire les bérets rouges et leurs proches, affirment avoir été attaqués, alors que des sources proches de l'état-major ont expliqué la présence des forces de l'ordre par le contexte d'état d'urgence qui restreint tout rassemblement. Selon plusieurs témoins, de heurts ont enregistré au moins une victime et de nombreux blessés. Le premier contingent des formateurs européens pour l'armée malienne est donc arrivé ce vendredi à Bamako. Ils auront 15 mois pour former l'armée malienne avec l'objectif qu'elle puisse reprendre le plus rapidement possible le contrôle du territoire national. Daouda Kamate, Daouda Doumbia pour le compte rendu. C'est à 14h10 que l'avion transportant le premier contingent de formateurs européens pour l'armée malienne a atterri à l'aéroport international de Bamako-Sénou. Ce contingent est composé d'une soixantaine de militaires issus des pays de l'Union européenne. En attendant l'arrivée des autres formateurs, ces éléments précurseurs devront très rapidement s'atteler à la mise en place d'un dispositif
devant permettre la reconstitution et la formation de l'armée malienne et naturellement procéder à l'évaluation de la chaîne de commandement en vue de la remettre à niveau. Notre mission est d'aider à la reconstruction de l'armée malienne, c'est-à-dire surtout de permettre à nos camarades maliens de reconquérir, de tenir l'ensemble de leur territoire et donc bien de disposer d'une force armée apte à s'engager le plus tôt possible. Donc notre mission revêtira plusieurs aspects. Un aspect bien évidemment, conseil, expertise dans des domaines bien spécifiques et puis un domaine formation de façon à ce que l'armée malienne dispose le plus rapidement possible de bataillons aptes à s'engager. Venue pour 15 mois de formation, la mission sera basée au centre d'instruction de Kouloukouro à une 60aine de kilomètres de la ville de Bamako. Elle devra à terme former 4 bataillons de l'armée malienne et procéder aussi à l'expertise des besoins en équipement militaire. Il y a un certain nombre de pays qui ont déjà annoncé donner de l'argent ou donner des moyens, l'objectif étant effectivement pour nous de chercher les moyens pour que les bataillons que l'on aide à former puissent s'engager en étant motorisés, équipés, armés et aptes à s'engager. Mais ce n'est pas l'Union européenne en tant que telle qui arrive avec un gros chèque, mais c'est bien rechercher des dons pour former tout ça. Important de souligner que la mission ne sera pas impliquée dans les opérations de combat déjà en cours avec l'armée malienne, française et la MISEMA. Aussi, le coût de l'opération est entièrement pris en charge par l'Union européenne pour un montant de 12 300 000 €, soit près de 8 milliards de francs CFA. Le HCR, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, se penche sur la situation humanitaire au Mali. Au cours d'une conférence de presse tenue à Dakar au Sénégal, il évoque le chiffre de 500 000 réfugiés déplacés dont la prise en charge avoisinerait les 112 millions de dollars. Mamadounde Pendambay Antomar avec notre bureau à Dakar. 405 296 réfugiés déplacés au total depuis le début de la crise. C'est la situation humanitaire ainsi dressée par la HCR. Les pays d'accueil concernent principalement la Mauritanie, le Niger, le Burkina, l'Algérie, la Guinée et le Togo. Le HCR et les autres agences des Nations Unies comme le PAM, l'UNICEF, le FINEAP, et pour ne citer que celle-ci, essaient d'aider vraiment les déplacés internes à subvenir à leurs besoins. Les besoins, c'est quoi? C'est les besoins sociaux de base, c'est la nourriture, c'est l'eau, ce sont les abris, les médicaments et aussi les biens domestiques comme les couvertures, les nattes, les seaux, les bidons et tout ce qui s'ensuit. Les besoins sont réels quant à la prise en charge de ces réfugiés et déplacés, estimés à 112 millions de dollars. Seulement 7 millions de dollars sont pour le moment réunis. Dès lors, que faut-il faire pour combler cette différence? Et cette question revient à chaque instant. Mais vous savez, vous avez le politique et puis vous avez l'humanitaire. Et nous, en tant qu'humanitaire, ce qu'on a toujours fait comme plaidoyer, c'est de dire, bon, c'est bon, quand vous faites la guerre, il y aura un impact. Mais il faudrait aussi que les gens voient cet impact-là. Si on dit seulement on part en guerre, bon, et on ne voit pas les conséquences de cette guerre-là, bon, ça devient problématique. On ne peut que faire le plaidoyer, montrer qu'il y a vraiment des gens qui souffrent, montrer ce qu'on a déjà fait et montrer ce qui manque à faire. Par ailleurs, le HCR appelle à plus d'esprit de solidarité de la part des États pour une gestion plus efficace des questions humanitaires en période de crise. Les fonctionnaires européens vont devoir se serrer un peu la ceinture. Après 26 heures de négociations et une nuit blanche, les dirigeants européens ont enfin trouvé un accord, mais un accord qui revoit à la baisse le budget des 27. Présent au sommet de Bruxelles, le président français François Hollande parle d'un bon compromis. Nous l'écoutons. Un accord qui a été aussi long que d'habitude à faire jaillir, mais qui a été, je crois, un bon compromis. Il y a eu la conscience que nous avions à faire en sorte qu'après avoir redressé la zone euro, trouver les compromis nécessaires pour l'union bancaire, être capable de sauver la Grèce, nous devions montrer au monde et aux Européens que nous pouvions aussi nous mettre d'accord sur un cadre financier. Autre titre de l'actualité de ce vendredi, des funérailles sous haute tension en Tunisie. Des milliers de personnes étaient venues rendre un dernier hommage à Chokri Belaïd, cet opposant tunisien assassiné mercredi dernier. Des obsèques qui ont tourné à la manifestation contre les islamistes d'Ennahda, le parti qui combattait Chokri Belaïd.
Vers 15h, temps universel, ce vendredi, le corps de Chokri Belaïd a été mis en terre au cimetière d'El Djelaz à Tunis. Hama Hamami, le dirigeant du Front Populaire, la coalition de partis de gauche et d'extrême gauche à laquelle appartenait le défunt, a ensuite prononcé une oraison funèbre. Les funérailles de l'opposant tunisien ce vendredi ont été l'occasion d'un rassemblement massif. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour suivre le cortège, qui s'est transformé en manifestation contre Ennahda, le parti islamiste au pouvoir que combattait Chokri Belaïd. Rachid Ranouchi, le chef du mouvement, est traité d'assassin. Il a préparé le terrain pour qu'aujourd'hui pour que le sang coule en Tunisie. On ne veut pas une guerre civile dans notre pays. Donc la responsabilité, à mon avis, incombe au gouvernement. Un gouvernement qui n'a pas su fournir la sûreté à ses citoyens. La famille assume la dimension politique de l'événement. Pour accompagner le cercueil enveloppé dans un drapeau tunisien, elle a refusé la présence de représentants du gouvernement. Mais l'opposition est largement présente. En marge du rassemblement, plusieurs accrochages avec les forces de l'ordre sont à signaler. La police a usé de gaz lacrymogène pour refouler des casseurs à proximité du cimetière. Elle a aussi pourchassé à coups de matraque et de gaz des jeunes manifestants qui scandaient « Dégage, dégage » sur et autour de l'avenue Habib Bourguiba. En dehors de ces points chauds, la capitale tunisienne est à l'arrêt. L'appel à la grève générale semble largement suivi. Les boutiques sont fermées, les rues désertes. Même l'aéroport international de Tunis a dû annuler tous ses vols. Un autre chiffre, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, 5000 Syriens fuient leur pays chaque jour à cause des violences quotidiennes. L'armée syrienne a encore pilonné ce vendredi la banlieue de Damas pour chasser les insurgés. En somme, le régime veut reprendre le contrôle des grandes villes pour mieux asseoir ses nouvelles bases. Vendredi, jour traditionnel de manifestation contre le régime et ces bombardements qui continuent de plus belle sur la banlieue de Damas, base arrière des insurgés. Des bombardements et de violents combats au sol comme ici à Jobar où se trouve un large réseau de militants, de médecins et d'avocats syriens. Dans son édition du jour, le journal Al-Watan, proche du régime, l'affirme, l'armée est déterminée à écraser le terrorisme autour de la capitale et dans les grandes villes. Les grandes villes rebelles du Nord, pilonnées ce vendredi, comme ici Alep, où les militaires de Bachar el-Assad ne contrôlent plus que l'aéroport, ou encore Deraya et ici Homs, où Damas a envoyé des renforts pour tenter de reprendre le dessus après des semaines de combats sans issue. Sans issue, les Syriens de ces régions fuient désormais par villages entiers vers le Liban, la Jordanie, la Turquie ou même l'Égypte. Mois après mois, le nombre de réfugiés augmente de façon inquiétante. Il serait désormais 5000 à passer les frontières chaque jour. À ce jour, nous avons enregistré 787 000 Syriens comme réfugiés. Si l'on regarde les chiffres, au 19 décembre dernier, quand nous avons établi notre programme d'aide, ce chiffre était de 515 000 réfugiés. Il y a donc eu une très forte augmentation pour le mois de janvier. Nous parlons d'une augmentation de 25% en un mois. Accusé de lenteur dans l'enregistrement des réfugiés au Liban par l'ONG Médecins sans frontières, le HCR a annoncé une augmentation de ses moyens financiers et humains pour faire face à cette crise. Tempête de neige aux États-Unis, New York, Boston et toute la côte Est se prépare donc à de grosses chutes de neige. L'alerte donnée a fortement perturbé le trafic aérien. Plus de 3000 vols ont dû être annulés. Les médias américains évoquent déjà une tempête historique. C'est en fait la réunion de 2 tempêtes de neige. Du coup, de New York à Boston, les habitants se préparent. C'est du shopping panique. J'ai acheté du pain, du lait et une pelle à neige si la nôtre casse. Tout le monde semble bien conscient que la tempête arrive. Les clients achètent toutes les réserves nécessaires, surtout du lait et du pain. La neige a déjà touché le centre du pays, mais ce n'est rien à côté de ce que vont devoir affronter les habitants de la côte Est. Par endroits, on attend jusqu'à 1 mètre de neige et surtout le vent va souffler fort entre 90 et 120 km/h. Je vais essayer ces tablettes pour faire fondre la neige sur le toit. Le but, c'est d'éviter une accumulation de neige sur le toit parce que ça pourrait faire des dégâts. Les grandes villes comme New York et Boston se sont préparées. Des milliers de tonnes de sel et plusieurs centaines de chasse-neige sont à disposition. Malgré l'anticipation, le trafic aérien est très perturbé. 2000 vols vont être supprimés dans le pays aujourd'hui.
Il va y avoir un nombre très important d'annulations et l'on conseille aux personnes qui ont réservé des vols vendredi soir et samedi d'appeler leur compagnie avant de venir à l'aéroport. Vu la situation, de nombreux passagers ont tenté d'avancer leur vol ces derniers jours. Chez nous, à Zaventem, plusieurs vols en direction des États-Unis ont été annulés ce matin. Football battu par le Nigeria, le Mali s'apprête donc à disputer pour la deuxième fois consécutive ce samedi à Nelson Mandela Bay Stadium de Port Elizabeth, la troisième place de la Coupe d'Afrique des Nations face au Ghana, sorti par le Burkina Faso en demi-finale. Les Aigles du Mali tenteront donc de défendre leur performance de 2012 en montant sur la plus petite marche du podium face aux Black Stars qui ont une revanche à prendre sur leur défaite de l'an dernier. Suivons cette analyse d'Aminata Mariko. Les Aigles du Mali, soucieux de boucler la tête haute leur parcours timide effectué dans cette CAN, aborderont cette rencontre ce samedi la peur au ventre. Après la déculottée subie en demi-finale face au Nigeria 4-1, les Maliens auront à cœur de porter haut une dernière fois les couleurs de leur pays. L'enjeu est aussi grand pour Seydou Keita et ses coéquipiers puisque les Ghanéens les avaient battus 1-0 en match de poule le 24 janvier dernier. La disette continue pour cette équipe malienne et ce malgré des générations dorées avec des joueurs professionnels. De son côté, le Ghana privé de ses vedettes européennes, Essien, Kevin, Prince, Boateng, Moutari et les frères Ayou affichent une formidable performance au plus haut niveau africain, mais n'ont guère enchanté les foules cette année, se faisant surtout remarquer par l'indulgence des arbitres à leur égard. Leur qualification pour les quarts de finale aux dépens du Cap-Vert 2-0 avait grandement été facilitée par un pénalty très douteux avant une demi-finale polémique contre le Burkina Faso, lésé sur plusieurs phases de jeu cruciales avant que justice ne lui soit rendue au terme de la séance des tirs au but. Difficile donc cette fois-ci de faire le moindre pronostic pour un choc qui s'annonce très ouvert. Car même après la déception en demi-finale, la détermination reste de mise de part et d'autre. Pour une équipe comme le Mali qui encaisse beaucoup de buts mais qui marque peu, le remarque de Gabon-Guinée équatoriale 2012 ne sera pas une partie de plaisir. La victoire reviendra donc à l'équipe la plus réaliste. Voilà, avant de nous quitter, cette bonne nouvelle pour les étalons du Burkina Faso. La commission de la discipline de la Confédération africaine de football a donc annulé le carton rouge de Jonathan Pitropa. Il pourra donc jouer la finale dimanche. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision et à demain. L'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, de grands événements et des grandes mutations sur Afrique.